Alors, dans le cadre des entretiens et débats menés par la mission Agrobiosciences INRA, destinés à éclairer les questions vives et controversées, aujourd'hui CRISPR-Cas9. Alors, un nom un petit peu barbare, mais qu'on commence à lire dans la presse, à entendre dans les chroniques radio. Certains chroniqueurs parlent d'ADN CRISPRisé. Et il s'invite donc de plus en plus souvent dans la presse sur deux aspects, soit pour louer la révolution technologique du siècle, puisque l'on dit qu'elle permet de couper très précisément l'ADN, de remplacer un gène par un autre, de façon efficace, très peu coûteuse, avec à la clé, donc on nous promet la réparation de maladies génétiques, la lutte contre des cancers, la lutte contre le virus du sida, la production de protéines thérapeutiques, ça surtout pour la médecine humaine, et côté agriculture, l'amélioration ou la création de nouvelles espèces végétales ou animales pour l'agriculture ou les loisirs, puisqu'il y a les micro-pigs en Chine. L'autre versant, c'est évidemment les alertes concernant les risques de dérive de cette technique, en particulier chez l'homme. Alors on parle d'eugénisme moléculaire, c'est-à-dire que l'on pourrait améliorer l'espèce humaine en modifiant ainsi le génome, ou encore on nous parle de bioterrorisme. Bref, cette technique qui est susceptible d'applications infinies en biologie et en médecine et qui s'applique à toutes les espèces végétales ou animales, au plan mondial, suscite autant d'espoir que de crainte. Alors pour mieux comprendre cette technologie, aux fortes implications éthiques, ses apports, ses limites, mais aussi les points qui restent controversés, nous avons programmé deux entretiens, l'un avec Hervé Schneeweiss, que nous avons vu hier, président du comité d'éthique de l'INSERM, et l'autre avec Axel Kahn. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Merci de nous recevoir. J'ai presque envie de dire qu'on ne vous présente plus, mais on va le faire quand même assez rapidement. Vous êtes médecin, généticien et essayiste. Vous avez d'ailleurs publié de très nombreux livres sur la question de l'homme, du raisonnable, du bien, du mal. Vous êtes connu également du grand public pour vos talents de vulgarisateur de la science et pour vos interventions sur les questions éthiques et philosophiques concernant les biotechnologies. Donc vous avez été membre du Conseil consultatif national d'éthique qui vient d'ouvrir les états généraux de la bioéthique durant 6 mois afin de réviser la nouvelle loi de bioéthique française à la fin de l'année. Et on se rappelle aussi de vous quand vous avez démissionné avec perte et fracas de la commission du génie biomoléculaire alors que le gouvernement venait d'interdire la culture du maïs transgénique en France. Alors aujourd'hui, nous vous rencontrons aussi parce que vous êtes président du comité commun d'éthique de l'INRA, du CIRAD et de l'IFREMER qui vient de produire un avis circonstancié sur l'édition de précision des génomes végétaux. Et comme vous avez dit, sans éclaircissement par des spécialistes des grands enjeux techno-scientifiques, pas de démocratie possible, allons-y. D'où ma première question. Alors vous êtes généticien, il y a quelques décennies que vous observez, que vous pratiquez les techniques de modification du génome, d'édition du génome, d'ingénierie du génome. Les termes ont évolué avec le temps. De nombreux généticiens nous ont dit plus on apprend à connaître le génome, moins l'on sait. Tant on se rend compte que la complexité est énorme. Et est-ce que vous diriez, comme on lit un peu partout, que CRISPR-Cas9 est une technique révolutionnaire? Alors, non et non. Non et non. Je m'explique. Premièrement, on dit toujours que plus on apprend, moins on sait, mais en réalité, ça n'est pas vrai. Oui. C'est clairement pas vrai. Plus on apprend et plus on sait. Simplement, comme on sait que c'est plus compliqué qu'on ne le pensait. Mais savoir que c'est plus compliqué qu'on ne le pensait, c'est un vrai savoir. Et si je compare, car j'ai vécu toute cette aventure naturellement,
Si je compare ce que je savais des gènes, et en particulier des gènes humains, quand j'ai commencé de m'y intéresser intensément au tout début des années 1980, et ce que nous savons aujourd'hui, ce que nous savons et savons faire aujourd'hui, il y a une évolution considérable. Et je sais faire aujourd'hui beaucoup plus que je ne le savais il y a bientôt 40 ans de cela. Ensuite, est-ce qu'elle est révolutionnaire? La réponse est non. Clairement non. Il s'agit d'un progrès. Quand j'ai commencé à faire du génie génétique, des recombinants d'ADN, quel était mon rêve? Quel était le rêve de tous les généticiens moléculaires qui faisaient du génie génétique? Eh bien, c'était de pouvoir modifier à volonté, réécrire, le cas échéant, n'importe quelle portion de génome. Et donc, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. On ne savait pas le faire, mais on voulait le faire. Et puis, les progrès ont été continus en réalité. Le génie génétique commence avec les enzymes de restriction. Bien entendu, c'est tout à fait indispensable, et la maîtrise des techniques de clonage. Et puis, ensuite, sont venues toutes les techniques de transgénèse. Ces techniques de transgénèse, chez les bactéries, chez les levures, permettent d'obtenir des phénomènes de recombinaison homologue, c'est-à-dire d'intégration d'un gène là où la séquence d'ADN est similaire, mais pas chez les animaux. On a mis au point la technique de recombinaison homologue chez les animaux. Et puis, évidemment, dans la technique de recombinaison homologue chez les animaux, ça fait maintenant plus de 20 ans, et je l'ai fait sur des centaines de lignées de souris, ça fait 20 ans que l'on est capable de remplacer des portions entières de génome par d'autres portions de génome. Mais chez les végétaux en particulier, on ne savait pas le faire. Et puis, la technique de recombinaison homologue ne permet pas de faire ça sur une cellule isolée telle qu'un embryon, pour beaucoup de raisons pratiques. Et la technique, aujourd'hui, cet ensemble que l'on appelle la technique d'édition de précision, d'abord, elle est applicable à la totalité des êtres vivants, et en particulier, la recombinaison homologue n'a jamais fonctionné chez les végétaux. La technique CRISPR-Cas9, mais il y en aura d'autres, il y en a d'autres qui apparaissent en permanence, est totalement applicable réellement aux végétaux, et de plus, parce qu'elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, beaucoup moins chère, elle permet d'envisager de faire ce que l'on ne pouvait envisager auparavant, et notamment sur un matériau tel que l'embryon, et cela pose des questions éthiques, ce qu'on ne pouvait pas faire. Et donc, vous voyez, il y a un continuum. En réalité, je dirais que CRISPR-Cas9 et ses développements attendus correspondent à l'atteinte de l'épiphanie fantasmatique des premiers généticiens moléculaires qui se sont lancés dans la technologie des recombinants d'ADN il y a 40 ans de cela. D'accord. Ok. Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Hervé qui, lui, parle de rupture technologique, mais c'est intéressant. Non, il y a clairement, honnêtement, il n'y a vraiment pas de rupture technologique. Oui, d'accord. Donc, même si ce n'est pas une révolution ni une rupture technologique, c'est donc une amélioration des considérable, puisqu'on va beaucoup plus vite, ça coûte beaucoup moins cher. Mais on nous dit clairement quand même que ce qui est en jeu, c'est qu'il y a une précision extrême sur quelques bases. On peut vraiment venir remplacer précisément un gène. Et donc certaines voix, certains chercheurs s'élèvent un petit peu pour venir nuancer, critiquer cette précision chirurgicale, notamment Yves Berthaud, qui est directeur de recherche à l'INRA, qui dit ce n'est pas un ciseau moléculaire extrêmement précis, c'est plutôt un ciseau à ciboulette à plusieurs lames, et les résultats attendus, on ne sait pas très bien les maîtriser, donc il faut faire attention. Ou encore Jean-Claude Kaplan, que vous devez connaître, qui est aussi biochimiste et biologiste moléculaire. Mais surtout, il était dans mon laboratoire. Qui était dans votre laboratoire à Paris-Descartes, qui dit attention, c'est un scalpel à double tranchant, et il faudrait faire attention de ne pas faire les mêmes erreurs qu'il y a 10 ou 20 ans, quand on a clamé partout que la thérapie génique conventionnelle allait sauver des tas de malades qui portaient beaucoup d'espoir, et il y a eu beaucoup de déconvenues. Donc, quand même, attention, prudence. Et ceci m'amène à cette remarque.
À vouloir, avec cette technique, dire que l'on peut changer un gène par un autre, est-ce qu'on n'est pas avec CRISPR-Cas9 dans une sorte de réductionnisme génétique? C'est une expression, je crois, que vous avez déjà employée, alors qu'on sait quand même que le génome baigne dans maintenant tout un environnement complexe qui lui permet de réguler son fonctionnement. Et dans le conte philosophique que vous avez écrit, Être humain pleinement, vous avez montré justement l'importance de l'acquis et de l'environnement dans la structuration de l'homme. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de fantasme, en fait, avec ce CRISPR-Cas9? Alors, il y a plusieurs aspects dans votre introduction. Je vais essayer de les aborder les uns après les autres. Premièrement, est-ce que l'on n'est pas dans la démesure que l'enthousiasme crée, en promettant que demain, alors tout ce que l'on a toujours espéré faire, on pourra le faire, y compris soigner le cancer, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, et donner une nourriture abondante et saine à la totalité de la population. On connaît ce mécanisme-là. Il y a même une courbe théorique qui a été proposée lorsque toute innovation un peu intéressante apparaissait entre la réalité des progrès et les attentes. Alors je vais dessiner la courbe, je n'ai pas de dessin là, mais vous allez voir, la courbe, elle est comme ça, on part d'un point qui est, on va dire 0, comme ça, on va fixer à 0, et puis la technologie apparaît, paf, on considère que ça va être merveilleux, extraordinaire. Et puis ensuite, naturellement, cela décline, et des fois cela décline pas jusqu'à 0, mais assez bas. Et puis ça remonte et un plateau s'établit. Et le plateau est supérieur à 0 et évidemment inférieur à ce que l'on avait imaginé dans l'enthousiasme des débuts. Et donc, pour ce qui est de l'édition de précision des génomes, c'est vraiment exactement pareil, bien entendu. Maintenant, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une science réductionniste? Ben oui, mais la belle affaire. La biologie moléculaire est forcément réductionniste, mais elle l'assume. Elle ne prétend pas qu'elle dit l'alpha et l'oméga du vivant, de la biologie. Non, elle est la biologie moléculaire, le recombinant d'ADN, une série d'outils qui sont des outils réductionnistes. Le réductionnisme, ça serait de considérer qu'elles permettent de répondre à toutes les questions. Ça, ce serait absurde. Et donc, oui, évidemment, la biologie moléculaire, elle est moléculaire, et donc elle est réductionniste, dans la mesure où la vie, et a fortiori la vie humaine, mais n'importe quelle vie, ne se réduit pas à la dimension programmatique des génomes. Bien sûr. Ça va évidemment de soi. Donc, on est dans une situation qui est, somme toute, business as usual. C'est-à-dire que voilà, il y a une progression importante, une innovation qui est un progrès significatif. Il permet de faire mieux, plus vite et moins cher ce que l'on faisait ou même ce que l'on n'arrivait pas à faire, et notamment il permet de le faire, y compris, ça nous intéresse à l'INRAB, vous pensez bien, il permet de le faire y compris chez les végétaux. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une méthode aujourd'hui, notamment est-ce que le complexe CRISPR-Cas9, donc je rappelle quand même que c'est un complexe entre une nucléase, une méganucléase qui est la nucléase bactérienne Cas9 et un ARN guide qui est CRISPR, C-R-I-S-P-R. Donc ce complexe permet de cibler l'endroit où des coupures vont être établies dans l'ADN, et si on s'arrête à ce stade, donc l'ADN est coupé et la coupure est réparée par des mécanismes normaux un petit peu au hasard. Et donc c'est une technique qui permet d'inactiver des gènes. C'est une mutation inactivatrice, c'est ce que l'on appelle SDN1. Et puis on peut également non seulement couper, mais également mettre un ARN guide un peu plus long pour réécrire de part et d'autre de la coupure une portion du génome. C'est le plus intéressant en réalité, c'est ce que l'on appelle SDN2. Et enfin, on peut, au niveau de la coupure, rajouter un gène étranger, et donc là c'est une technique de transgénèse classique,
Si on fait cela avec des végétaux, avec des plantes, ce seront des plantes transgéniques classiques. Simplement, on saura exactement à quel endroit est inséré le transgène. Cette méthode, aujourd'hui, n'est certainement pas à 100% parfaite. Et il y a ce qu'on appelle les effets indésirés liés aux cibles qui sont en dehors de la cible principale. C'est dû au fait simplement que quand on prend une séquence, des séquences un peu identiques, il y en a ailleurs dans le génome. Et donc, on peut également cibler, à minima, les coupures ailleurs dans le génome. Ça, c'est une chose qui est connue. Ça n'est pas si important qu'on ne le craignait. Et surtout, c'est intéressant, par rapport à notre collègue Berthaud, c'est intéressant, c'est relativement moins fréquent chez les végétaux que dans les cellules animales. D'accord. Chez les végétaux, les off-targets, apparemment, posent peu de problèmes. Surtout, et ça c'est extrêmement important, CRISPR-Cas9 n'est pas l'aboutissement de cette évolution. C'est simplement une étape extrêmement importante qui montre qu'on va parvenir, effectivement, à réécrire assez exactement et assez précisément, assez proprement des portions de génome. Et il y aura encore des améliorations. Et donc, ce qui est important, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cela marque le début de cette évolution qui permettra de réécrire des portions de génome, c'est-à-dire l'utilisation SDN2 de CRISPR-Cas9. D'accord. Alors, pour commencer à aborder les questions éthiques liées à cette technologie, cette technique, puisque vous avez été dans différents comités... Ça fait 35 ans ou 40 ans que je n'ai jamais quitté la présidence de grands comités d'éthique nationaux, internationaux et européens. Donc oui, effectivement, j'ai une certaine habitude. Un certain recul aussi, un certain regard sur comment justement évolue l'encadrement éthique de ces modifications du génome au plan mondial depuis ces années. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vraiment vers... on arrive à mieux contenir, mieux réguler, ou avez-vous le sentiment, au contraire, que l'accélération des techniques, parce que même si CRISPR-Cas9 n'est pas une révolution, on voit bien qu'il y a une accélération. On est à CRISPR-Cas9, c'est un progrès considérable. J'ai dit que ce n'était pas une révolution. Voilà. Vous savez, en biologie, il y a une seule révolution, c'est le darwinisme. Quand on y réfléchit, je ne vais pas détailler, mais la seule grande révolution conceptuelle en biologie, c'est le darwinisme. D'accord. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération quand même des techniques. Les publications, je crois, pour 2017 sont... Ah oui, elles explosent. Elles explosent. On a CRISPR-Cas13 peut-être, qui est déjà sur le marché. Donc ça va très très vite. Et donc évidemment, et puis il y a la pression du marché avec de plus en plus de start-up qui se lancent dans la fabrication, enfin qui sont prêtes pour des thérapeutiques. Et puis il y a les grands groupes qui sont prêts à breveter le vivant peut-être, les académies... là, je vous arrête là parce que... Ah bon. Je vous arrête tout simplement parce que l'éthique exige de se confronter à la réalité. C'est ce que j'ai dit hier, j'étais au conseil scientifique de l'INRA. Ouais. Et un représentant des syndicats, la CGT je crois, a rappelé combien il était opposé à la brevetabilité du vivant. C'est une fière déclaration, bien évidemment. Cela étant dit, il ne faut pas se masquer derrière la réalité. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de gènes, y compris des gènes humains, qui sont protégés par brevet. Ça, c'est aujourd'hui la situation. Et on ne reviendra pas en arrière, en réalité. Et donc, il s'agit d'éviter une aggravation de ce phénomène et que se développent tous les effets pervers de l'application du système des brevets. On en reparlera à propos des conséquences de l'utilisation de CRISPR-Cas9, de l'édition de précision dans les génomes végétaux. Ce sera effectivement un problème. Mais ça fait un peu slogan. Nous sommes contre la brevetabilité du vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, sans être contre. Il ne s'agit pas tant d'être contre, c'est juste de montrer, en fait, quand même l'accélération de la technique, son développement dans tous les labos maintenant de recherche. On utilise CRISPR-Cas9. Il y a de plus en plus d'entreprises privées qui sont aussi prêtes à aller sur ce marché.
On voit bien qu'à un moment, il y a eu une information disant que finalement CRISPR-Cas9 ne risquait de ne pas être aussi terrible que ça parce que les humains risquaient d'être, comment dire, ça risque de ne pas fonctionner à cause de l'immunité. Vous avez entendu parler de ça. Disons que comme le Cas9 vient de bactéries qu'on a déjà eu, on a un peu immunisé contre ce type. Non, mais ça c'est absurde. Et absurde. On a l'impression que la bourse ça déjà... c'est absurde, hein, oui, mais la parce bourse, que tout simplement CRISPR-Cas9 ne reste pas dans les cellules qui ont été modifiées. Mais la bourse a réagi à ça. Voilà, les gens qui disent cela sont des gens qui ne connaissent pas bien. Mais oui, mais la bourse réagit déjà à ça. Oui. Donc, la bourse, elle réagit comme elle veut. Hein. Non, mais alors, juste, est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'au plan international, on arrive à avoir un consensus sur l'encadrement de ce type de technique, que des États-Unis jusqu'à la Chine en passant par le continent européen? Est-ce qu'on peut y arriver? Non, il n'y a pas de consensus, il n'y aura pas. Il n'y aura pas, il n'y a jamais eu pour pratiquement aucune technique d'ailleurs. Le gros problème, voyez-vous, c'est que les objectifs que l'on pourrait atteindre en utilisant l'édition de précision des génomes CRISPR-Cas9 ou CRISPR-Cas13 ou 14, ce que vous voulez, ces objectifs sont extrêmement anciens. Je vous ai dit que j'avais une grande ancienneté dans la participation aux débats éthiques. J'ai diligenté les premiers, en France, les premiers entretiens avec Noël Lenoir, nous étions un trio, tout à fait en amont du vote de la première loi de bioéthique, et j'étais commissaire de gouvernement pour la discussion de cette première loi de bioéthique. Et même avant cette période-là, on parlait déjà, on ne parlait pas du transhumanisme, mais on parlait du enhancement, de l'homme augmenté, etc. Et puis, quand vous regardez dans la science-fiction, la perspective d'un surhomme qui est augmenté par différents moyens, magiques et puis ensuite scientifiques, c'est une vieille histoire. C'est un vieux fantasme. Donc, ce qui est nouveau, ce n'est pas l'objectif qui apparaît, c'est que des moyens éventuellement pour l'atteindre semblent être à disposition. C'est ça qui est effectivement réellement nouveau. Il ne faut pas se tromper de perspective. Alors, ça n'est pas tellement, en fait, l'encadrement qui a diminué. C'est qu'il n'y a pas de consensus quant à la légitimité de l'objectif. Il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire que dans le monde aujourd'hui, il y a des personnes, il y a un grand mouvement qui est le mouvement de transhumanisme. Une des plus puissantes entreprises du monde, Google, a comme directeur de sa recherche, de sa science, l'un des maîtres d'œuvre, des maîtres penseurs du mouvement transhumaniste aux États-Unis. Transhumanisme, on peut quand même redire ce que c'est? Le transhumanisme, c'est l'idée selon laquelle l'homme doit prendre à sa charge l'amélioration par différents moyens de la qualité de lignages humains à venir. Pas simplement réparer des mutations responsables de maladies, mais créer des humains qui, sur tel ou tel aspect, sont mieux dotés, sont plus doués. Transhumanisme. En gros, l'homme, d'un point de vue biologique, il répond aujourd'hui au mécanisme de la sélection naturelle de Darwin. Il y a de nombreux exemples montrant que le darwinisme s'applique parfaitement aux espèces humaines. Avec le transhumanisme, l'homme veut remplacer le hasard et veut directement conférer la caractéristique dont il considère qu'elle est désirable pour l'homme. C'est ça réellement le dessein du transhumanisme. Alors je vous ai dit, cette perspective elle est très très ancienne. Mais vous dites qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettraient, ça change quand même un petit peu la donne. Alors on a des outils, d'abord les principaux outils, c'est en rapport avec l'intelligence artificielle, la robotique, etc. C'est de loin les principaux outils. Mais il y a aussi effectivement la possibilité de réécrire des génomes. Si on veut créer un homme qui soit génétiquement amélioré, il faut réécrire des génomes. Et donc, à partir du moment où, même si on arrive à encadrer parfaitement ces techniques, à partir du moment où il n'y a nul consensus international sur ce qui est légitime ou illégitime quant au projet à poursuivre, évidemment, il n'y a pas une position unique dans le monde. C'est ça la réalité, c'est le problème auquel on est confronté, et c'est le problème
particulièrement auquel on est confronté lorsque l'on parle de l'utilisation du CRISPR-Cas9 pour guérir les maladies génétiques. Alors je reviens à cet élément de votre question. Aujourd'hui, la thérapie génique quand même a des succès, mais moi-même je suis l'un des premiers au monde à avoir publié dans Nature la démonstration que des techniques de thérapie génique pouvaient être efficaces. Donc c'est un domaine que je connais bien. Très tôt, j'ai été très prudent en disant que l'illusion selon laquelle la thérapie génique, qui restait compliquée, allait totalement modifier la manière de soigner les gens était absurde. Que c'était tout de même une technique qui était compliquée et qui serait une technique de créneau pour des maladies qu'on ne saurait pas soigner autrement. Et ça reste vrai. Et donc aujourd'hui, la thérapie génique, dans certains domaines, a des résultats qui sont très remarquables. La thérapie génique du déficit immunitaire combiné, par exemple, est sans doute en train de devenir la méthode de choix. Pour les cancers, notamment pour lutter contre les cancers, non? Alors non, la thérapie génique n'a pas d'intérêt majeur pour lutter contre... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle. Si, il y a aujourd'hui une immunothérapie qui utilise la thérapie génique, c'est-à-dire qui modifie génétiquement les cellules immunitaires de manière à ce qu'elles aillent tuer beaucoup plus efficacement les cellules cancéreuses. Mais c'est un peu particulier, si vous voulez, comme méthode. Non, la thérapie génique, en revanche, permet de guérir un très très grand nombre d'enfants qui ont une maladie relativement rare, mais qui frappe tout de même, ça doit être un enfant sur 6 000 ou 10 000, quelque chose comme ça, qui est un déficit immunitaire combiné, ce sont les enfants bulles, réellement. Avant, on traitait cela par des greffes de moelle osseuse, de cellules souches hématopoïétiques, et la thérapie génique est bien préférable. Alors pourquoi est-elle bien préférable? Ça me permet de parler de cette affaire d'immunité. Oui. C'est que quand on fait une greffe de cellules souches hématopoïétiques, là il y a des problèmes immunitaires importants. Pas tellement d'ailleurs chez un enfant qui est déficient immunitaire de rejet de la greffe, mais surtout de rejet de l'enfant par le greffon. C'est ce qu'on appelle la réaction du greffon contre l'hôte, et donc évidemment c'est délicat à manipuler. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que l'on prend des cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'un rétrovirus qui est dérivé du virus du sida, mais évidemment désarmé de tout ce qui le rend pathologique. On introduit un gène qui remplace le gène muté, on ne répare pas le gène muté, mais on met un gène intact, sain, à côté. Il fait le job et il permet d'obtenir de très bons résultats. Et il n'y a pas de réaction immunitaire. Parce que la particule rétrovirale, elle ne reste pas là. C'est la même chose. Demain, je pense qu'on va utiliser pour faire ça CRISPR-Cas9 ou bien les autres méthodes d'édition. C'est totalement logique. C'est-à-dire, la technique, et ça, elle sera vraiment intéressante, elle sera de prendre des cellules souches hématopoïétiques d'un enfant qui a un déficit immunitaire, et au lieu de rajouter un gène qui code pour la fonction déficiente, eh ben, on réparera le gène. On corrigera la mutation responsable de la maladie. Ça, c'est totalement logique. Et il n'y aura pas de réponse immunitaire parce que, effectivement, on a besoin de Cas9 pour faire l'opération, mais c'est momentané. Évidemment, Cas9 n'est plus présente du tout dans les cellules qui sont réparées, que ce soit les hommes ou bien les végétaux pour les modifications. Et donc là, c'est un progrès. Mais à partir de là, on a dit oui, mais puisqu'on sait faire du diagnostic préimplantatoire, et sur des embryons multiples, quand on fait une stimulation ovarienne, il y a plusieurs embryons, aujourd'hui, dans pas mal de cas, on fait le diagnostic de la maladie sur les embryons, de telle sorte que l'on ne transfère chez la future maman que les embryons qui ne portent pas la maladie, qui ne sont pas destinés à se développer en un enfant malade. Et l'idée a été, est-ce qu'on ne pourrait pas corriger la mutation sur l'embryon? C'est ce qu'on appelle la thérapie génique germinale. Alors là, il y a un point qui est extrêmement important. C'est qu'il y a eu un grand emballement, énormément. Il y a eu 3 ou 4 articles récemment, dont 2 articles importants, un totalement chinois et l'autre qui implique une équipe chinoise, qui sont évidemment extrêmement actifs en ce domaine. Or, il faut savoir interpréter ces résultats, indépendamment des données précises, qui montrent effectivement que ça n'est pas parfait.
évidemment, mais ce sont des résultats intéressants. Mais surtout, cette méthode qui consiste à corriger une mutation dans les embryons mutés, c'est une méthode qui a peu d'application pour guérir des maladies génétiques. Pour quelle raison? Bien, la raison que je vous ai dite, c'est-à-dire que avant de corriger un embryon, il faut vérifier que l'embryon mérite d'être corrigé, c'est-à-dire qu'il porte la mutation. Donc faire un diagnostic préimplantatoire. Mais une fois que vous avez fait un diagnostic préimplantatoire, c'est tout de même plus simple de faire comme on fait aujourd'hui, de mettre les mauvais de côté pour transférer chez la femme les bons. Et donc, la correction germinale d'une mutation a extraordinairement peu d'indications. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'indications, mais extraordinairement peu d'indications. Et donc, tous les gens qui témoignent d'un enthousiasme démesuré ont autre chose derrière la tête. C'est l'homme augmenté. Et c'est ça. Car en revanche, si vous voulez créer un nouveau lignage avec de nouveaux caractères censés augmenter la personne à naître, alors c'est ainsi qu'il faudrait procéder. Et donc ça mérite d'être interprété pour ce que cela est, pour que la discussion ne parte pas sur de mauvais rails. Ça veut dire que, par exemple, imaginons que les Chinois arrivent à faire des hommes augmentés. Je prends vraiment un cas extrême. Et ça serait, ces hommes pourraient donc se mélanger avec des Européens et des Américains qui transféraient donc ces gènes, donc faire des hommes augmentés comme ça. Et ah oui, il y aurait un changement de notre espèce. Bon, il n'y a pas un changement de notre espèce. Non. Les plantes transgéniques montrent que quand vous mettez un transgène dans une plante, vous restez dans la même espèce quand même, et même dans une variété améliorée. Donc un homme à qui on a modifié un ou deux gènes, la nature le fait en permanence, cela. On appelle ça des mutations. Donc non, ce n'est pas un changement d'espèce. De toute façon, il faut avoir raison garder là encore. C'est-à-dire que le biologiste qui sait quel gène il faudrait modifier et comment le modifier pour réellement créer un homme augmenté, il n'est pas encore né. Donc, pour l'instant, ça reste même assez largement des paroles verbales, si je puis me permettre de parler ainsi. C'est un de mes maîtres qui parlait quand c'était insignifiant. Il disait ce sont des paroles verbales. C'est parler pour ne rien dire, en d'autres termes. Et c'est pour ça qu'en revanche, on voit bien comment on pourrait augmenter telle ou telle capacité avec des dispositifs de l'ordre de la robotique, de l'intelligence artificielle, intégrer les interfaces homme-machine, etc. Avec la modification du génome, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour réellement savoir les modifications qu'il faudrait opérer pour obtenir des êtres, entre guillemets, de qualité supérieure. Alors peut-être, oui, on pourrait faire en sorte qu'ils sécrètent plus d'hormones de croissance, de manière à ce qu'ils soient plus grands et qu'ils puissent être plus facilement recrutés comme basketteurs ou volleyeurs dans l'équipe nationale. Ou alors qu'ils soient vraiment très costauds, ça c'est pas difficile, et donc espérer en faire des champions d'haltérophilie, toujours pour l'équipe nationale. Mais évidemment, il s'agit alors d'une instrumentalisation de l'humain, et on ne va pas dire que l'homme soit augmenté. Ses biscottos sont augmentés, sa taille est augmentée, mais l'homme, dans son humanité fondamentale, ne serait pas augmenté. C'est réellement absurde. Mais peu importe, le fantasme en existe. Le fantasme en existe, et quand on parle d'utiliser cette édition de précision sur des embryons humains, évidemment, on a plus en tête ce type de dessin, l'augmentation de l'homme, qu'on ne peut avoir en tête véritablement la correction de maladies génétiques qui ne l'exigent pas. D'accord. Les États généraux donc, de la bioéthique viennent de s'ouvrir en France. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces 6 mois de débat qui vont permettre d'éclairer la révision de la loi en fin d'année? Alors écoutez, pratiquement on sait ce sur quoi va porter la discussion. Elle va porter beaucoup sur l'extension du don de sperme pour les femmes seules, ça c'est sûr. Elle va évidemment porter sur les conditions de la fin de vie. Elle va porter également peut-être sur la filiation, sur l'anonymat des donneurs de sperme. C'est quelque chose qui semble important. Elle va porter sur j'imagine, les usages de l'intelligence artificielle, la manière dont on va se comporter dans un monde où la vie privée pratiquement n'existera plus, etc. Mais certains points très techniques ne seront pas de l'ordre de ceux qu'aborderont spontanément les citoyens, bien entendu. Et CRISPR-Cas9 fera
sa place dans ces débats ou pas? Pas CRISPR-Cas9, mais la question de l'augmentation des capacités de l'homme, oui. Mais ça, les États généraux diront non, ça c'est clair. Je n'ai jamais, dans aucun débat, dans aucune conférence, aucune discussion donnée dans le pays et ailleurs, rencontré des gens qui affirmaient, il y en a, hein, mais ils sont très très minoritaires, qu'ils étaient pour que l'on se mette à faire un eugénisme positif moléculaire, comme vous l'avez proposé. C'est pas moi, c'est pas moi. Comme vous en avez proposé l'appellation. Que j'ai reprise, je crois, de Kaplan. Donc nous allons en revenir sur les plantes. En venir aux plantes. En venir aux plantes, on a dit un petit mot vite fait. Donc vous êtes, je rappelle que vous êtes président du comité commun d'éthique donc de l'INRA, c'est la recherche agronomique. CIRAD, c'est la recherche agronomique au sud, pour les pays du Sud, et l'IFREMER pour la mer. Donc vous avez rendu très très récemment ce que vous appelez un avis circonstancié sur l'édition de précision du génome, avec un focus très précis sur CRISPR-Cas9. Donc je l'ai parcouru rapidement et j'ai trouvé que c'était, comment dire, que ce comité avait tiré la leçon des OGM. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? De toute façon, le débat international sur les OGM est une référence pour aborder cette question. Le comité d'éthique de l'INRA n'est pas un comité technique, c'est un comité d'éthique. Il y a une différence considérable entre l'intervention des technologies dans le domaine de la santé, ce dont s'occupe l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et l'agriculture. C'est que, dans son principe, personne ne nie qu'il faille soigner les gens. Alors, on va discuter de la manière dont il faut les soigner. Mais personne ne nie qu'il faille soigner les gens, et si jamais on peut les soigner, on le fait déjà avec la thérapie génique, avec les médicaments obtenus par génie génétique, si on peut les soigner par les nouvelles technologies, il n'y a pas d'opposition sérieuse à ce dessein. À l'INRA, au CIRAD et à l'IFREMER, les EPST et EPIC qui travaillent en ce domaine travaillent sur le côté scientifique de l'exploitation du milieu naturel de l'homme qui est un bien commun. Et ça, c'est tout à fait particulier. Et donc, les citoyens ont des avis extrêmement partagés sur la manière dont on peut aborder ce qui, sans conteste, est un bien commun de l'humanité, les terres, les montagnes, les océans, au nord et au sud. Et donc ça fait une différence absolument considérable. Dès lors, en effet, en ayant pris bien la mesure du débat sur les OGM, le comité d'éthique a commencé par noter qu'au départ, dans les différentes positions qui s'exprimaient au propos des nouvelles biotechnologies dans l'agriculture, il y avait deux corpus philosophiques et de valeurs qui étaient opposés. Un corpus plutôt réductionniste, moléculariste, productiviste, d'une rationalité liée à la modernité, dont les maîtres mots vont être l'immédiateté, la compétitivité, la rapidité, et dont le modèle est effectivement la logique de l'agriculture actuelle. Et dans le contexte de cette appréciation, si l'on montre que les nouvelles biotechnologies permettent plus facilement d'obtenir des variétés qui peuvent être des grands succès commerciaux, évidemment c'est quelque chose de favorable et on y sera favorable. En face, il y a un corpus qui va considérer que l'homme n'est pas possesseur de la nature, mais lui appartient. Et donc, il doit y avoir une coévolution de l'homme et de la nature. Et que cette coévolution doit tenter de ne pas violenter la nature. Que l'homme ne peut pas, par la force de son désir, de son projet, remplacer ce que la sélection
d'abord la sélection naturelle, puis ensuite la sélection des sélectionneurs depuis le néolithique, ont fait au fil des milliers d'années, des siècles ou alors des dizaines d'années pour ce qui est des sélectionneurs de variétés végétales ou de races animales. Ce corpus considère que l'objet de tout cela, c'est de prendre en compte naturellement un environnement accueillant pour l'homme et les générations futures, sain, et qui soit propice également au déploiement d'une activité humaine de femmes et d'hommes prospères et heureux. Donc, deux logiques extrêmement importantes. Cette deuxième logique va considérer que les biotechnologies procèdent profondément d'un réductionnisme moléculaire, et effectivement, c'est un réductionnisme moléculaire, on en a parlé tout à l'heure, d'un réductionnisme moléculaire qui est une sorte de brutalité envers la nature, et qu'il y a folie à vouloir remplacer l'interventionnisme humain, imposer l'interventionnisme humain en remplacement de cette longue évolution et coévolution qui demande, pour ce qui est de l'action des sélectionneurs, des dizaines d'années. Et ça se manifeste dans la société avec beaucoup des mouvements environnementalistes, dans le domaine agricole, la Confédération paysanne, les partisans de la permagriculture, les partisans d'une certaine conception de l'agroécologie, etc. Un comité d'éthique, il a à répondre comment ces deux corpus qui ont chacun leur légitimité, il ne s'agit absolument pas de choisir entre ces deux corpus, ce sont des positions. Et chacune de ces positions a sa rationalité, ce sont des positions philosophiques. Et donc, il faut faire avec. Comment ces nouvelles biotechnologies peuvent-elles être appréhendées par ces deux corpus? Et quelle réponse peut-on apporter aux questions qui sont posées par les tenants de l'un et les tenants de l'autre? Voici quelle est toute la philosophie de la méthode de travail du comité d'éthique. Et c'était relativement facile parce qu'au sein du comité d'éthique, l'éventail des personnes qui se sont attelées dans le groupe de travail allait du biologiste moléculaire en biologie végétale pure et dure à une philosophe qui est une philosophe plutôt critique de la technique en tant que telle et qui considère qu'il y a une valeur liée à la technique transposée au produit qu'elle permet d'obtenir. C'est Madame Bensaud de Vincent, voilà, que nous avons eue à Marcillac cet été. Absolument, qui est une excellente collègue, mais qui porte cette idée extrêmement intéressante. Donc, si vous voulez, ces positions de la société sont représentées également au sein du comité d'éthique. Et donc, nous avons tracé cette voie, nous avons essayé de bien permettre de toucher du doigt quelle est la rationalité, quelle est la logique de ces deux corpus, sans du tout hiérarchiser ces corpus. Et ensuite, nous avons posé les problèmes un par un de ces nouvelles biotechnologies. Alors, le résumé de nos propositions, si on considère qu'une partie du risque des plantes transgéniques est liée à l'incertitude, qui est liée à la transgénèse, incertitude réelle. On ne sait pas où un transgène s'insère, on ne sait pas en combien de copies, on ne sait pas s'il y a un site ou plusieurs sites, l'incertitude est considérable. L'utilisation de l'édition de précision, par définition, comme son nom l'indique, est infiniment moins incertaine. Et donc, le risque associé à cette incertitude est diminué. Mais il s'agit toujours, naturellement, d'une biotechnologie, c'est-à-dire du remplacement de la sélection par un trait que l'on apporte par réductionnisme moléculaire. Et donc, une critique de fond du corpus 2 que j'ai défini tout à l'heure persistera. Les organismes CIRAD et INRA ont comme objectif affiché, c'est le ministre Stéphane Le Foll qui le premier l'a présenté, mais cela a été tout à fait intégré par les deux organismes, la notion d'agroécologie. Le comité d'éthique a observé qu'il y avait deux acceptions d'agroécologie. Une acception qui est la compatibilité entre les objectifs agricoles et les objectifs écologiques, l'idée selon laquelle une écologie saine était la condition sine qua non d'une agriculture
durable, rentable et saine. Et dans cette conception de l'agroécologie, qui est tout de même celle, pour l'essentiel, des organismes de recherche, on voit bien que l'édition de précision peut trouver à s'intégrer, puisque si elle permet effectivement une meilleure adaptabilité d'une variété végétale cultivée aux conditions hydriques, climatiques, de salinité, etc., etc., eh bien, on prend en compte la réalité écologique dans un ensemble et on fait en sorte que la variété puisse s'y adapter. Et nonobstant quelques précisions, ce peut très bien être intégré. Il n'y a nulle incompatibilité. En revanche, dans la deuxième acception d'agroécologie, qui est celle de la Confédération paysanne, de la notion d'agriculture paysanne, etc., etc., de permagriculture. Dans cette deuxième conception de l'agroécologie, il s'agit d'une écologie humaine, environnementale, qui ne peut pas être dissociée. Et l'agriculture n'est pas du tout en compétition, ne doit pas être développée dans le respect de l'écologie. Cela fait partie réellement du soin que l'on a de l'environnement. Et toute brutalité, tout excès de rapidité, toute hâte excessive dans la manière dont on veut adapter les plantes à l'environnement est considérée comme suspecte. Et donc, ces nouvelles technologies, quoique moins incertaines, peuvent ne pas trouver grâce, et de fait ne trouvent pas grâce aujourd'hui encore, aux tenants de cette deuxième position de l'agroécologie. Donc ça, c'est extrêmement important pour les organismes, parce qu'ils ont deux injonctions tout à fait normales. D'une part, de promouvoir le dessein de l'agroécologie, et d'autre part, évidemment, de n'être pas à la traîne d'un point de vue technologique. Et donc que les équipes de recherche développent activement les possibilités, connaissent les limites, étudient les risques de ces nouvelles biotechnologies végétales. Et donc le chercheur peut se trouver confronté à une injonction contradictoire. Et donc nous avons informé les organismes qu'ils devaient aider à lever l'ambiguïté de cette injonction contradictoire. Nous n'avons pas beaucoup insisté sur les risques, parce qu'il n'y a rien de nouveau par rapport aux OGM, ils seraient plutôt plus faibles. Le risque principal n'est pas là. Le risque principal, c'est que comme la technique est plus puissante que les techniques antérieures, il y a des dessins que l'on ne pouvait pas formuler avec les techniques antérieures et qui deviennent envisageables et même qui peuvent être menés avec CRISPR-Cas9 et les techniques dérivées. Et c'est avant tout la question du forçage génétique. Je vais en parler à propos des animaux, si vous voulez, parce que ça ne porte pas sur les végétaux. Oui, j'aimerais bien qu'on puisse en dire un mot. Voilà, mais je vais en dire un mot parce que c'est extraordinairement important. Une question fondamentale, et là tout le monde est d'accord, une question fondamentale, c'est les perturbations probables, certaines ou probables, que va apporter la technique CRISPR-Cas9 appliquée à la fabrication, à l'obtention de nouvelles variétés végétales par rapport à la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, il y a une propriété intellectuelle double, la propriété par brevet et par certificat d'obtention végétale. La règle actuelle est qu'une invention biotechnologique est brevetable alors qu'une variété végétale doit faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale. La grande différence, c'est que l'obtenteur d'une variété a le monopole de l'exploitation durant un certain temps de sa variété, mais cette variété peut servir de point de départ pour en dériver d'autres, qui ne sont pas dépendantes du premier obtenteur. Alors qu'en revanche, un breveté doit demander qu'on lui paye des licences pour qu'on utilise, pour quelque usage que ce soit, son brevet. Donc une différence qui est réellement importante. Le certificat d'obtention végétale recouvre une réelle analyse éthique. C'est que dans cette affaire-là, il faut trouver un meilleur compromis que le brevet entre le progrès général pour l'humanité et la juste rétribution des efforts de l'innovation, en l'occurrence de l'obtenteur du sélectionneur. Les industriels sont
très friands de généraliser la technique du brevet, qui leur permet d'avoir un contrôle supérieur. Or, avec la technique CRISPR-Cas9, on va pouvoir obtenir des variétés qui ne diffèrent en rien sur le trait considéré de certaines variétés sauvages dans la nature, mais qui ont été obtenues par une méthode brevetée. La méthode CRISPR-Cas9 est totalement brevetée, bouclée de manière extrêmement étanche par brevet. Et dès lors, cette variété ne sera pas totalement libre pour une progression ultérieure, pour la dérivation de variétés ultérieures, puisque la modification d'intérêt sera brevetée. Et donc, il y a un risque extrêmement important de contournement du certificat d'obtention végétale et par conséquent d'agression assez violente aux valeurs éthiques que recouvre le certificat d'obtention végétale. Voilà quelles sont certaines des considérations et ce qu'est la méthode de travail qui a présidé à cet avis. Je trouvais ça très intéressant parce que du coup vous avez fait quelques recommandations aussi qui suggèrent aussi de laisser le temps aux chercheurs, de leur donner aussi des arguments pour expliquer pourquoi ils travaillent sur ce type de technologies qui sont très controversées dans la société. Ce qu'on a dit, c'est qu'on ne peut pas demander à tout chercheur d'être capable de discuter de l'accusation, de l'opposition aux biotechnologies, telles ces oppositions qui sont liées à ce deuxième corpus philosophique et de valeurs. En revanche, toute équipe, en tant qu'elle est une équipe, devrait, si elle veut participer au débat de la société, savoir ce que sont les raisons de cette opposition, de telle sorte qu'elle ne soit pas totalement désarmée et qu'elle puisse enrichir la discussion en y participant. Ça, effectivement, ça me semble tout à fait important. D'accord. Cet avis est consultable en ligne? Il est disponible? Cet avis sera consultable en ligne bientôt, dès qu'il sera publié. Alors, il y a une procédure. La procédure, c'est d'adresser cet avis aux présidents directeurs généraux, que la saisine vient des présidences, directions générales des organismes, leur laisser le temps de nous faire quelques recommandations, de nous répondre, et puis après quoi, c'est publié en ligne avec un éditorial. J'ai déjà écrit l'éditorial. D'accord. Voilà. Donc ça devrait venir dans le mois qui vient. D'accord. Alors vous n'avez pas, ce comité d'éthique n'a pas encore fini de travailler, je ne sais même pas si vous avez commencé sur la question de l'édition de précision des génomes animaux. Non, on n'a pas commencé, mais maintenant, parce qu'il fallait commencer par terminer celui sur les génomes végétaux. Au départ, la saisine ne précisait pas végétaux et animaux. Mais quand j'ai pris la présidence de ce comité d'éthique, il m'est apparu que si on voulait fournir un avis, en prenant le temps pour qu'il soit riche, mais tout de même dans un délai permettant à cet avis d'être encore en situation, il ne fallait pas que l'on attende 4 ans ou 3 ans. Or, si on avait à traiter toutes les questions de l'édition des génomes végétaux, puis toute l'édition des génomes animaux, évidemment, il y en avait au moins pour 3 ans de travail. Et donc, j'ai décidé que l'on devait serrer les avis pour cette saisine unique, l'avis sur les génomes végétaux, et maintenant nous nous attelons aux génomes animaux avec 2 articulations. La première, c'est que pour les génomes animaux, notamment les génomes des insectes et des pestes en règle générale, responsables de maladies animales ou de maladies végétales, c'est là que la technique dite du forçage génétique, du gene drive, va se poser. Et elle est un renversement total du paradigme de la biosécurité des biotechnologies. Donc là, il faudrait en parler un petit peu. Oui. Donc, je vais vous en parler. Le paradigme, depuis qu'elles existent, des biotechnologies. Moi, j'ai été président pendant 10 ans de la commission du génie biomoléculaire, donc je connais cela par cœur. Le paradigme est l'isolement. Alors, quand on commence à travailler sur des organismes génétiquement modifiés, des bactéries, etc., on commence à le faire en laboratoire. Et suivant les niveaux, il y a des niveaux de sécurité. L4, c'est un bunker avec les gens en scaphandre, etc. L3, L2 et L1, c'est un laboratoire un peu fermé, un peu propre, etc.
Et puis ensuite, on travaille en plein champ. Et pour éviter une diffusion, on parle alors d'isolement reproductif. C'est-à-dire, on fait les essais où on plante les plantes transgéniques à distance des plantes non transgéniques, on crée une stérilité mâle, on enlève les anthères de manière à ce qu'il n'y ait pas de pollinisation, etc., etc. Mais toujours, isolement. Le forçage génétique, lui, il a tout à fait une autre logique. Il est de modifier le génome d'une espèce pathogène, de faire en sorte que cette modification qui va soit tuer, soit stériliser, soit rendre inoffensive cette espèce pathogène, se répande dans toute la population. Et donc là, non seulement on ne va pas chercher un isolement, mais un isolement reproductif serait signer l'échec de la méthode. Et donc, on va s'efforcer de faire en sorte que la modification génétique se répande. C'est une transformation totale du paradigme de la biosécurité des biotechnologies. Et donc, bien évidemment, il faut pouvoir poser le problème et en discuter. Les essais ont déjà commencé, par exemple, sur les moustiques? Oui, absolument. Il y a des premiers essais qui ont débuté. Alors, on voit très bien qu'il y a plusieurs types de stratégies. Mais on voit très bien pourquoi il faut faire très attention. C'est qu'on est là dans la lutte biologique, n'est-ce pas? Mais la lutte biologique, on connaît d'une certaine manière. Il faut même se rappeler, c'est au souvenir de tous, il faut même se rappeler que le virus qui a été utilisé pour essayer de trouver une solution à la peste des lapins en Australie s'appelle la myxomatose. Et que ça a créé quelques menus problèmes dans le monde entier par la suite. Et il y a d'autres situations vraiment de cet ordre. À partir du moment, compte tenu de ce que sont les équilibres écologiques, où votre cible est une population entière, à la limite une espèce entière, en tout cas une race entière, une variété entière, de nouveaux problèmes se posent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais bien évidemment, il faut considérer les questions avec un œil neuf par rapport à celui que l'on utilisait pour considérer les objectifs antérieurs en biotechnologie. Et vous disiez que vous alliez travailler sur deux axes sur Oui, cette l'autre question. axe qui est, alors ça sera une saisine ultérieure, qui est fondamentale, qui est la suite du bien-être animal, qui est aujourd'hui par différentes techniques, notamment biotechnologiques, les chercheurs de l'INRA pour ce qui les concerne, sont en train de faire apparaître de nouvelles races animales, génétiquement modifiées. On le fait par sélection, mais on pourra le faire par modification génétique. Qu'est-ce qui est éthiquement tolérable dans les traits dont on veut doter les nouvelles variétés? Aujourd'hui, prenons le cas des vaches laitières. Les vaches laitières, on les écorne. On leur coupe les cornes pour qu'elles ne se fassent pas de mal en stabulation. Et puis, on n'écorne pas simplement les vaches laitières, mais comme les vaches sont des fois agressives, on écorne également d'autres types de vaches. Les limousines n'ont pas de cornes. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire, c'est de là que vient l'expression « il fait un vent à écorner les bœufs ». C'est que dans le Limousin, comment fait-on pour écorner les bœufs? Eh bien, quand on est avec le jeune veau, on leur arrache les bourgeons de cornes et on le cautérise. Et évidemment, c'est une plaie. Et s'il fait chaud, s'il n'y a pas de vent, les mouches s'y mettent. Ah oui. Ça peut suppurer, il y a des vers. Quand il y a du vent, c'est excellent parce que ça évite les mouches. Donc il fait un temps à écorner les bœufs. C'est le temps propice pour écorner les bœufs. Donc ça fait longtemps qu'on le fait. Et puis, on a commencé à sélectionner des espèces, des variétés de vaches sans cornes. Demain, ce n'est pas complexe d'imaginer que l'on pourra modifier le génome, notamment par édition de précision, modifier le génome de vaches pour qu'elles naissent sans cornes. Mais pire, il y a des endroits où, pour essayer d'éviter les lésions considérables qu'il y a dans les élevages intensifs de volatiles, de poulets, on leur enlève le bec.
on leur enlève les griffes. Va-t-on faire naître des espèces de poulets sans bec et sans griffes, etc., etc. Et on voit bien que la question fondamentale de la valeur de l'animal, en dehors de sa valeur bouchère, en dehors de sa valeur commerciale, se pose en plein. Et donc cette question est fondamentale. Et donc évidemment, il est très logique de l'aborder dans le lignage de ce que nous allons traiter concernant l'édition de précision des génomes animaux, où en fait, c'est tellement important, on va sans doute se focaliser beaucoup sur les populations d'insectes ravageurs ou d'autres bestioles ravageuses. Oui. Ça me fait penser à un acteur sénégalais qui est venu à Marciac cet été, là où il y avait Bernadette Bensoud-Vincent, qui avait écouté le débat justement avec Catherine Larère, Bensoud-Vincent et puis quelqu'un du HCB. Et il avait entendu parler justement du fait qu'avec ces méthodes, on pouvait faire des vaches en cornes et même des poulets sans plumes. Et il disait, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle agriculture voulons-nous? Quelle société voulons-nous? Et vous, les pays développés qui avez la possibilité d'utiliser ces techniques, il faut que vous soyez le rempart à des pays comme des pays du Sud, où si ça arrive dans des pays non démocratiques, on pourra faire tout et n'importe quoi. Il me semble que, en tout cas, la question que vous posez sur les végétaux, et je pense que vous allez la poser ici sur la question de l'animal, c'est quelle agriculture voulons-nous et quelle société voulons-nous? Voilà, alors, pour ce qui est des végétaux, on tient simplement à attirer l'attention des organismes que dans le choix que l'on fait quant au type d'utilisation des biotechnologies, on dit un peu aussi du type de société que l'on privilégie. Il faut qu'elles en soient conscientes. Voilà. Comme c'est une question que pose la société. Ça reste vrai pour ce qui est des animaux, mais pour les animaux, il y a une autre question. C'est qu'avant d'être des yaourts, avant que d'être un poulet rôti, on a des vaches et des poules qui sont des êtres vivants, qui ont une sensibilité, qui peuvent ressentir du bien-être et du mal-être. Comment va-t-on respecter cette valeur de l'animal? Comment va-t-on exiger que jamais l'animal ne soit réduit au pot de yaourt et au poulet rôti? Cette question, même si les professionnels ne se la posent pas, ils seront contraints de se la poser du fait de la pression de l'opinion publique, voyez-vous. À moins que vous ayez un mot de conclusion. Non, pour moi, ça va bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là et je remercie beaucoup Axel Cat de nous avoir accueillis pour cet entretien.